ainsi qu'à toute votre délégation, je réitère mes souhaits d'un agréable et fructueux séjour dans la région du Quirico. Puisse cette conférence atteindre les résultats escomptés pour le bonheur des peuples de la Confédération. Vive l'AIS, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci beaucoup. Madame le gouverneur de la région du Quirico pour la bienvenue ainsi souhaitée à l'ordre du jour avec l'ensemble de la délégation, mais aussi à vous, forces vives de la région du Quirico. Distinguées personnalités, mesdames, messieurs, comme vous le constatez, convaincu et convaincant il est. Physiquement, inutile de vous dire qu'il est bien battu. Intellectuellement, il est posé et serein. Orateur, inutile de vous dire que son verbe, telle une lumière, va au-delà de nos frontières. Et socialement encore, inutile de vous dire qu'il est aujourd'hui un exemple, sinon une référence pour les citoyens burkinabés. Avec un tonnerre d'applaudissements, je vous prie de faire place à l'excellent monsieur Merci bien, maître de cérémonie. Madame le gouverneur de la région de Quirico, j'ai demandé au maître de cérémonie de garder la préséance parce que vous l'avez correctement décliné de façon très qualitative. Donc je ne saurais faire mieux que vous. Je fais tout simplement la déclinaison de cette préséance mienne. Deuxième élément, permettez que je vous dise, au nom de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, notre profonde gratitude pour l'accueil, mais aussi et surtout pour la mobilisation exemplaire. La mobilisation est exemplaire et justement quand on se retrouve dans des moments d'échange et on voit une telle mobilisation, et surtout la frange jeune, on est plus que satisfait. Parce que la bataille qui est en cours au Burkina, au Mali, au Niger, ce n'est pas une bataille de 2 jours. Ce n'est pas une bataille de 2 mois. Ce n'est pas une bataille de 2 ans. Je ne parle pas de la lutte contre ceux qui sont en brousse et qui sont en train de faire pleuvoir le feu sur nos populations et dont nos vaillants FDS et les VDP sont en train de les maîtriser de façon magistrale au fur et à mesure. Je parle du combat dans lequel nos différents peuples, qui constituent aujourd'hui un seul peuple, est engagé dans l'espace confédéral. Ce combat n'est pas un combat de 2 mois, il n'est pas un combat de 2 ans, il est un combat d'éternité. Parce que quand on est avec la jeunesse, il faut avoir le courage et également l'esprit vif de leur dire la vérité, afin que chacun se prépare, même s'il s'était déjà préparé, qu'il se prépare de façon davantage conséquente, afin qu'au fur et à mesure qu'on avance, que nous qui sommes âgés, si on n'est pas là demain après-demain, que cette jeunesse puisse bien maîtriser ses missions, les assumer jusqu'au bout. Mais justement pour maîtriser une mission, pour compter sur un jeune, il faut être à mesure de créer les conditions de se mettre en contact de lui. Nos parents qui ne sont plus en vie aujourd'hui,
ils avaient l'habitude, quand ils veulent savoir que les jours de leur mort s'approchent, ils donnent un rendez-vous, ou bien ils prennent un de leurs enfants, 2, 3, ils vont sous un manguier, où les mangues sont très bien mûres. Et puis ils commencent à décliner les dossiers là, un à un. Parce que nos parents, grands-parents, aïeux, on a l'impression qu'ils avaient une parfaite communication. C'est même pas l'impression. Ils étaient en parfaite communication avec la nature, de sorte qu'il peut appeler quelqu'un, il échange avec lui 2 jours, 3 jours après, on dit que le doyen a eu froid, qu'il est parti. Donc ces doyens, pour savoir qu'après leur départ, ils ont des enfants de qualité qui sont capables de les représenter, même après leur mort, ils les amènent sous un gros manguier. Au moment où le manguier a bien porté des fruits, où il y a un peu de vent, et les mangues tombent, et ils commencent à décliner non seulement ses mémoires, mais un certain nombre de secrets, et ils regardent le visage des enfants qui sont assis. S'ils constatent que ces enfants qu'il a appelés, quand une mangue tombe, un d'eux décline les yeux, au lieu d'écouter et regarder, c'est là où la mangue est tombée qu'il regarde, ou bien qu'un des enfants se lève carrément pour aller ramasser la mangue et revenir s'asseoir, c'est que intérieurement là, ce doyen, cette personne âgée va commencer à pleurer parce que il a effectivement des enfants, mais il n'a pas d'homme, grand H. Mais donc, dans ce sens, et par comparaison à l'heure actuelle, aujourd'hui, ça pourrait être un jour de repos pour vous. Aujourd'hui, ça pourrait être un jour de promenade pour vous. Aujourd'hui, ça pourrait être un jour où même si vous n'avez rien à faire, vous êtes assis à quelque part. Mais si vous avez sacrifié tout cela et estimé qu'il y a une conférence qui porte sur la confédération des États et sacrifié ce temps pour venir s'asseoir, il y a beaucoup de satisfaction et espoir parce que vous êtes une jeunesse de qualité. Et justement, quand on est une jeunesse de qualité, j'ai dit et répété, c'est bien de dire aux côtés du chef de l'État, ou même quand il n'est pas là, qu'après avoir chanté l'hymne national, le d'Italien, on lève le poing, on dit la patrie ou la mort, chacun est content. Ou bien en montant le drapeau, la patrie ou la mort, chacun est content. Et qui, malheureusement, juste après ces actes, quand vous vous retrouvez seul, on constate que tout ce que certains font, c'est chercher à voir comment il faut enterrer la patrie. Or, les moments d'échange, les moments de regard, qui doivent être des moments de vérité et de sincérité, c'est de permettre à tout un chacun, l'ensemble des Burkinabés, et surtout la couche juvénile, de maintenir le drapeau dressé dans ta conscience. De sorte que même quand tu te retrouves seul et que tu dois poser un acte, pose-toi la question, l'acte qu'ils sont en train de vouloir poser, est-ce que c'est pour maintenir le drapeau debout ou bien c'est pour descendre le drapeau? On peut descendre le drapeau de façon consciente et malicieuse pour enterrer son pays. Comment on peut descendre le drapeau de façon inconsciente? Mais justement, si nous voulons épargner que la jeunesse descende le drapeau de sa conscience de façon inconsciente, mais il faut créer les moments de partage, les moments d'alimentation, les moments de nutrition, les moments d'échange. Parce que ce qui nous empoisonne, ce n'est pas seulement ce qu'on achète au marché, ce n'est pas seulement ce qu'on met dans la bouche, même ce qu'on lit, ce qu'on écoute, ce qu'on regarde, si c'est malsain, ça peut empoisonner. Et ce sont ces poisons même qui sont très graves. D'où la lutte pour la souveraineté, pour faire en sorte que les poisons accumulés dans nos différents esprits, ça puisse être décapé et avoir des éléments de peuple assez sains. Parce que nous ne sommes pas des sous-hommes.
Ce combat est en train d'être mené et justement, si on ne crée pas les conditions pour échanger, pour partager, vous allez trouver un jeune de façon inconsciente, il dit, lui, il supporte le chef de l'État. Mais comment tu le supportes? Parce que lui-même, il vient de décliner le thème de la journée d'engagement patriotique et de participation citoyenne, où il dit pour l'ordre et la discipline, je m'engage. Mais quand on dit pour l'ordre et la discipline, je m'engage, tu dois constamment te poser la question, à chaque seconde, est-ce que je suis discipliné? Est-ce que je suis ordonné? Parce que pour t'engager et puis solidariser, accompagner quelqu'un, il ne faudrait pas que toi-même tu constitues quelqu'un qui amène des vipères dans la poche de la personne. Je prends un exemple tout récemment. Si vous tapez sur vos portables, comment il faut s'initier au vaudou, vous allez tomber sur une vidéo d'un blanc, un journaliste qui a quitté l'Europe, qui vient au Bénin pour s'initier au vaudou. Il dit que ce n'est pas pour devenir un adorateur de vaudou, mais c'est pour s'initier et voir comment ça fonctionne. Parce que lui, il a parcouru beaucoup de pays, que ce soit au Brésil, que ce soit au Nicaragua, ainsi de suite. Il a vu beaucoup de pays où on parle de vaudou, dont il vient au Bénin. Il constate que la chose là, c'est au Bénin, il vient au Bénin pour voir. Il est venu, il a fait une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et pendant les étapes, on lui dit, voilà le temple des pythons, les gros serpents. Il y a un jour dans la semaine où on libère les pythons, on libère la chambre. Ces pythons-là prennent la brousse, ils mangent, d'autres, la nuit tombée, reviennent dans leur place. Mais il y a certains qui se perdent et qui se retrouvent dans des familles. Mais comme toute la population est initiée, ces populations ramassent ces pythons et ils ramènent à leur endroit pour déposer. C'est dans ça, quand un matin, vous regardez la vidéo, et si vous regardez la vidéo, vous allez voir l'élément, c'est dans ça qu'un jeune s'est levé, il a vu un cobra dans la maison, et comme il n'a pas fait la distinction, et ils sont initiés, lui, il a ramassé le cobra, mettre dans un sachet, et il l'a amené, il arrive au niveau du temple, on ouvre, on regarde, on dit, c'est pas ça là qu'il faut amener ici. Lui là, il n'a pas sa place ici. Et puis on l'a conduit pour aller mettre le cobra dans l'herbe. Vous imaginez? Ça veut dire que le niveau d'initiation n'est pas atteint. Il n'arrive pas pour le moment à faire le distinguo. Il veut aider, mais il est parti prendre un serpent venimeux pour venir remettre sans le savoir. Donc de ce point de vue, quand on n'est pas un jeune bien cultivé, quand on n'est pas un jeune modeste, quand on n'est pas un jeune qui a d'humilité, on peut se prendre la tête, poser des actes, croyant que tu es en train d'aider celui que tu crois aider, or tu es en train de le détruire. De tel type de jeunesse, on n'en a pas besoin. La jeunesse dont on a besoin, la jeunesse dont on a besoin, c'est celle qui sait qu'un père pleure. C'est celle qui sait qu'une mère pleure. C'est celle qui sait que dans le quartier, il y a un cas de décès, il faut solidariser. C'est celle qui sait qu'il y a quelqu'un qui est hospitalisé, qui ne se sent pas, il faut aller lui rendre visite. C'est celle qui sait que ici, toute la population est réunie pour une cause juste, il faut se joindre. C'est ce type de jeunesse-là qu'on veut. Et surtout une jeunesse disciplinée et ordonnée. C'est une jeunesse qui sait d'où elle vient. C'est une jeunesse qui sait où elle est. C'est une jeunesse qui engage, qui prévoit et qui se projette avec sérénité, mais aussi magnanimité dans le futur, parce qu'elle ne va pas se tromper. Mais justement, une telle jeunesse, elle ne tombe pas du ciel. C'est un fruit d'éducation. Et le fruit d'éducation, pour pouvoir atteindre un tel niveau, pour ne pas mélanger les serpents venimeux à des serpents qui devaient être amenés, pour ne pas amener une boue qui va éclabousser celui que tu prétends aider, il faut avoir l'humilité, la maturité de te former conséquemment. Parce que c'est cette formation qui doit te permettre de t'orienter et puis ne pas te perdre. Donc voilà pourquoi, moi je salue une fois de plus la présence de l'ensemble des frères et sœurs dans la salle ce matin et surtout la frange jeune. Alors, il est nécessaire de le dire parce qu'il faut d'abord s'incliner pour montrer qu'on n'est pas venu pour inventer la roue. Et qu'il y a eu des dévanciers, il y a des gens sur la mémoire desquels il faut s'incliner. Et comme nous parlons de la confédération des États du Sahel, donc du Niger, du Mali et du Burkina, il ne faut pas prendre la parole, s'adresser à la jeunesse et donner l'impression que c'est une nouvelle roue qui est en train d'être inventée. Il faut faire un certain nombre de rappels pour que le message qu'on va livrer puisse
être correctement captés et être consolidés pour en constituer un bâton de guide. Je le dis parce que quand vous prenez le cas du Niger, vous allez entendre parler de Saourana Mangou. Si vous tapez sur les portables, vous allez voir, qui en 1899 au Niger a été une brave dame qui s'est tenue face à la colonne de Vichy, colonne française des colonisateurs, et qui a bataillé pour que les Français colonisateurs ne puissent pas pilonner les populations comme ils veulent. Aujourd'hui, elle fait partie de la liste de tête des personnalités historiques qui sont citées au Niger. Paix à son âme. Le deuxième élément, si nous partons vers le Mali, nous avons Modibo Keïta. Et justement, Modibo Keïta, qui n'est pas en vie aujourd'hui, et toutes les données ou les analyses indiquent que c'est quelqu'un, au vu de sa qualité de bataille d'homme, il a été empoisonné en prison. Mais s'il a été empoisonné en prison et que jusqu'aujourd'hui, on parle de Modibo Keïta, nous parlons de lui symboliquement au nom seulement du Manding, aujourd'hui Mali, mais au nom aussi du Mali actuel. Et des personnalités comme ça, on ne peut pas venir tenir un propos sans s'incliner sur leur mémoire. Pourquoi? Parce que quand nous prenons le Mali, ex-Manding, on va voir, ça a toujours été le cœur de l'Afrique en tout et pour tout. Le premier élément, vous allez remarquer que c'est dans le même Manding, actuel Mali, qu'en 1236, il y a eu la première déclaration de droits de l'homme et des peuples qu'on a appelée la charte de Kouroukanfouga, à l'intérieur de laquelle on a indiqué comment il faut éduquer l'enfant, comment il faut organiser la société, quand il y a des difficultés, comment il faut les traiter, comment il faut gérer la brousse, quand il y a une mésentente, même de séparation au niveau de la famille, comment il faut le faire. Donc c'est au Manding actuel Mali qu'il y a eu la première charte du monde en 1236. C'est encore le même Mali qui nous a produit le premier Richard du monde, que jusqu'aujourd'hui on n'a pas encore trouvé quelqu'un qui détient la même quantité d'or, celui qu'on a appelé Mansa Moussa. C'est encore le même Mali qui a produit un homme, à savoir Mansa Aboubakari II, Mansa Aboubakari II, qui a été le premier explorateur, ça veut dire qu'il voyageait à travers le monde et qui a découvert les États-Unis en 1312. Ça veut dire lui, il a été aux États-Unis en 1312. C'est 180 ans après que Christophe Colomb est parti aux États-Unis. Et comme on a décapé notre cerveau, on vient écrire dans nos manuels, on a mis notre grand-père de côté en disant que c'est Christophe Colomb qui a découvert les États-Unis d'Amérique. Voilà pourquoi on va réécrire les livres pour que l'histoire soit correctement retracée et savoir que c'est notre aïeul, Mansa Aboubakari II, qui a découvert les États-Unis d'Amérique en 1312. Mais justement, c'est encore dans le même Mali que la première rencontre de création de la CEDEAO a eu lieu en 1975 avant d'aller faire la rencontre au Nigeria pour tenir en mai 1975 la création de la CEDEAO. Avec Moussa Traoré, qui était général au Mali, avec Séni Kountché au Niger, avec Eyadema au Togo, avec Lamizana au Burkina, etc. Donc, et c'est encore au même Mali qu'en 1959, il y a eu ce qu'on a appelé la Fédération du Mali. Une fédération qui regroupait le Mali, qui regroupait le Sénégal, qui regroupait le Burkina Faso et bien d'autres pays dont la France a mis tous les moyens nécessaires pour la concasser. Et on constate encore, c'est dans le même Mali, que le 16 septembre 2023, que les 3 chefs d'État se sont retrouvés en collège de chefs d'État pour mettre en place l'Alliance des États du Sahel. Donc on ne peut pas venir se retrouver parler de la Confédération sans s'incliner quand même sur la mémoire de tout premier pionnier historique au niveau du Mali, dont après Sundiata Keïta, donc Modibo Keïta, dont le nom sonne aujourd'hui, qui les repose en paix. Mais après lui, il faut venir chez nous. Et en venant chez nous, vous allez regarder également dans les manuels, même si on n'en parle pas beaucoup, on a intérêt à en parler beaucoup parce qu'il ne faut pas nous laisser traficoter l'histoire. Vous allez entendre parler de Wezin Koulibaly. Wezin Koulibaly, dont l'établissement, le plus grand établissement de Boboya en son nom, avec son épouse, paix à son âme, Célestine Wezin Koulibaly. Et Célestine Wezin Koulibaly a été la première dame qui a occupé un poste législatif dans notre pays. Et le même Wezin Koulibaly qui a occupé le premier conseil
de gouvernement de Haute-Volta. Ça veut dire, si on analyse bien, le premier conseil de gouvernement de Haute-Volta, ça veut dire c'est lui qui a été le premier président de la Haute-Volta, donc Wizen Coulibaly. Et vous voyez, le 7 septembre 1958, ce qui lui est arrivé, si vous tapez sur le net, on va dire qu'il est mort le 7 septembre 1958 au 12e arrondissement de Paris de mort subite. Je reviendrai là-dessus. Quand on dit mort brute ou mort subite, ils savent de quoi il est mort. Ça veut dire que quand un Africain est de qualité, et on dit tout simplement que les Français sont derrière, il n'a jamais très bien terminé. Et voilà pourquoi nous devons ouvrir l'œil, ouvrir l'esprit de la jeunesse, afin que quand vous applaudissez quelqu'un, vous dites qu'il est bon, qu'il fait correctement son travail, vous avez intérêt à ne pas dormir, parce que quand la bouche parle très bien, c'est parce que la nuque est très bien protégée. Et ceux qui protègent la nuque des dirigeants, la nuque des leaders en Afrique, ce n'est personne d'autre que la mobilisation populaire, la mobilisation de la jeunesse. Justement, si la jeunesse n'est pas mobilisée, tous ceux qui parlent et tous ceux qui dirigent, et vous estimez qu'on défend vos intérêts, ils seront décapés. Ne croyez pas que ceux qui viennent vous dire, matin et soir, parce qu'il a quitté la France, il a quitté les États-Unis, il a quitté l'Italie, il a quitté la Belgique, il vient vous tient des propos mielleux, donnant l'impression que nous sommes égaux, qu'il vous aime et qu'il est prêt à vous accompagner pour vous épanouir, pour vous développer. Je pense qu'on a intérêt à s'éveiller, parce que je le dis et je le répète, quand une hyène passe devant une concession d'un bouc un matin, et cette hyène lève sa patte pour dire bonjour parents, le bouc a intérêt à commencer à se chercher. Parce qu'il n'y a pas de parenté entre une hyène et un bouc. Il doit être très intelligent. Donc c'est ce qui peut nous arriver. Et pourquoi je le dis ainsi? Je le dis ainsi parce que quand on jette un coup d'œil en arrière, jusqu'à aujourd'hui, je le dis et je le répète, il n'y a pas de mésentente entre les puissances coloniales. Il n'y a jamais de mésentente. Quand ils font leur guerre, ils savent pourquoi ils le font, mais quand ils arrivent à s'entendre, c'est nous qui sommes pilonnés. Je le dis ainsi parce que quand vous regardez entre les lignes, nous qui sommes de teint sombre, donc on appelle les Noirs, prenez votre vol, que ce soit par véhicule, par vol aérien et autres, allez-y dans des pays où la peau a changé, soit ils sont devenus clairs, jaunes, blancs, rouges, et regardez le comportement envers nous. Je ne parle pas de façon globale des peuples, parce que dans chaque peuple, il y a des éléments dont l'éducation leur permet d'être simplement des humains. Mais il y a aussi des gens dont le contenu, qui suivent l'ossature, les traces bien déterminées, faites par ces dirigeants coloniaux-là, ce ne sont pas des gens de cœur. Donc nous, au teint noir, même si on nous cajole n'importe comment, comprenez qu'on n'a jamais été respecté, on n'a jamais été considéré. Mais donc il faut décoloniser le mental, il faut éduquer la jeunesse, il faut conscientiser la jeunesse, il faut éveiller la jeunesse. Parce que des moments, ils nous ont tellement eu que nous-mêmes, nous créons les conditions nécessaires pour qu'ils puissent continuer de nous exploiter comme ils veulent. Je viens de parler de celui qui a découvert les États-Unis d'Amérique. Ils ont écrit ça dans des livres. Mais c'est parce que les livres étaient faits chez eux. Ils mettent une commission en place, à Paris ou bien à Bordeaux, voilà. Bon, ils mettent une commission en place, et cette commission sera payée par le pays dans lequel les livres seront appliqués. C'est ce pays qui paie. Mais le contenu des livres, c'est eux qui décident de ce qu'il faut venir enseigner. Donc on décapte tout ce qui est de nos grands-parents, on a l'impression qu'ils n'ont jamais rien été. Nous nous amène même dans le comportement. Vous imaginez dans nos écoles, combien de personnes ici ont fait les écoles modernes aujourd'hui qui n'ont pas à un moment donné été réprimées parce qu'ils ont parlé dans leur langue maternelle. On te surprend en train de parler du là, on prend un os, on met à ton cou comme forme d'humiliation ou on te fait gifler. Donc ça veut dire quoi? C'est pour te faire ignorer ton passé. C'est pour décaper ton passé. Ils ont fait tout ça ici. Deuxième élément. Et regardez dans le temps, dans l'histoire, la chevelure par comparaison dans le monde. De la qualité, il n'y a pas de cheveux plus que de haute qualité que la chevelure du noir. La chevelure dont les gens croient que c'est un modèle d'infériorité. Même quand on ramassait, ils ramassaient les esclaves. Ils ramassaient nos grandes-mères, ils amenaient chez eux. Par jalousie, on les faisait raser parce qu'il n'y avait pas de chevelure de qualité plus que ça. Et quand on les faisait raser, nous aujourd'hui, on se retrouve, on croit que c'est eux, leurs cheveux, qui sont corrects. Mais j'explique que ce n'est pas parce que leurs cheveux sont corrects qu'il faut aller ramasser et mettre sur sa tête. On a dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça veut dire que le premier homme est né en Afrique. Ça veut dire que la première valeur est née en Afrique.
La première éducation est née en Afrique. Toutes les modifications sont nées en Afrique. C'est parce que ces aïeux, au fur et à mesure qu'ils veulent conquérir, chercher un meilleur être, se sont déplacés de zone en zone. Mais se déplaçant de zone en zone, si on prend un Asiatique, que ce soit en Chine, que ce soit au Japon, ou même on prend quelqu'un en Belgique, on prend quelqu'un en Suisse, on prend quelqu'un en France, si on les amène tous ici, et on prend un de vous, on l'associe, si on rentre au laboratoire, et on prélève les cellules de vous tous, et puis eux aussi les cellules, on ne va pas trouver de différence. Ce qu'on va trouver à l'intérieur, ce sont des bâtonnets, qu'en biologie on appelle des chromosomes. Si on compte pour tout un chacun, on va trouver 46. Quel que soit d'où il vient là, on va trouver 46. Ça veut dire que ce sont ces 46 bâtonnets qui déterminent l'espèce humaine. Ce n'est pas une question de couleur. Maintenant, dans les 46, c'est 23 et chacun est représenté 2 fois. Donc, 23 fois 2, ça fait 46. Si on enlève sur la tête, on enlève au cou, on enlève au bras, on enlève aux pieds, on va trouver que c'est 46 bâtonnets. 46 bâtonnets, dont 23, chacun est représenté 2 fois. Maintenant, dans ces 23 bâtonnets, on va les retrouver au niveau des cellules qui font la reproduction, qui donnent naissance à l'enfant. Si on prend chez la femme, on prend chez l'homme, qu'il soit blanc, qu'il soit jaune, qu'il soit noir, on va trouver 23. Donc, c'est une cellule 23, plus une deuxième cellule maternelle 23, qui se mettent ensemble pour reconstituer encore l'être humain qui évolue. Donc, sur les 46 bâtonnets, il y a un bâtonnet qui est choisi pour déterminer le teint de notre corps. Ce bâtonnet, quand il y a beaucoup de soleil, ce bâtonnet réagit pour produire des substances pour nous protéger. Donc ce sont ces substances qui nous protègent, qui rendent le corps sombre. Et on appelle ça la mélanine. Maintenant, plus au fur et à mesure que tu quittes les zones où il y a beaucoup de rayonnement, tu vas vers là où il fait très froid, ce bâtonnet-là rentre en repos. Et quand il rentre en repos, cette substance n'est plus produite. Et quand elle n'est pas produite, ton corps change de coloration. Soit tu deviens jaune, soit tu deviens rouge, soit tu deviens, en tout cas, même si tu vas devenir bleuâtre, c'est le bâtonnet qui ne réagit plus. Donc ça veut dire quoi? Comme marque quelqu'un, parce que lui son corps a changé de couleur, il est devenu jaune, il est devenu rouge, et il va venir dire que lui il est supérieur à la souche originale qui est le noir. Toi qui es une photocopie, tu as changé en contact avec le rayonnement solaire. Tu viens dire que toi tu es supérieur. Mais justement c'est dans cette réaction contre le froid que la nature a dit, bon, je suis dans un lieu où il fait très froid. Quand vous allez vous lever le matin où il fait très froid là, touchez toutes les parties de votre corps, vous allez voir que c'est l'oreille qui fait mal le plus. Et comme c'est l'oreille qui fait mal, la nature dit, bon, tu es ici, il n'y a pas de rayonnement solaire, tu souffres beaucoup, tu as mal aux oreilles, on fait une jonction, les bâtonnets font une jonction de production des cheveux pour que ça descende et couvrir tes oreilles, parce qu'il fait froid. Donc ce n'est pas un objet de beauté, c'est pour te permettre de protéger tes oreilles. Mais maintenant, si moi, ma soeur, s'en va ramasser ça, il est 14h ici, tu fermes jusqu'ici là, tu fermes quoi? Est-ce qu'on a froid? C'est un premier élément. On ferme. Voilà, le deuxième élément, bon, celles qui ont porté aujourd'hui, aujourd'hui seulement, vous êtes belles, c'est pas à vous de parler. Et vous allez voir, c'est encore le même qui va dire, bon, écoutez, comme ton teint est blanc, la chevelure est descendue, bon, il faut que je rétrécisse tes narines, parce que plus le vent frais rentre, plus ça te crée d'autres maladies. Donc, conséquence, il y aura même une modification nasale. Ça veut dire que la force nasale sera pincée. Et quand la force nasale est pincée, l'intéressé a des difficultés pour parler, parce qu'il ne peut pas capter l'air suffisamment et parler en même temps. C'est ce que fait quand ils veulent parler, ils chantent. Bon, mais toi, tu vas aux États-Unis, tu vas en Belgique, tu vas en France, Dieu t'a très bien constitué, les narines sont bien dégagées, la force nasale est là, tu respires bien. Tu dis, tu quittes où? Pour aller où? Vous imaginez? Donc c'est dans ce comportement et ce froid également qui a fait qu'il y a eu des changements de nature. Et on vient, vous voyez comment on nous décolonise. Décolonise par la chevelure, on décolonise par le fait qu'on veut les ressembler, en raclant notre peau pour devenir des teints clairs, et puis maintenant ils poursuivent, même au niveau des intellectuels. Vous voyez comment on change la voix. Et après avoir changé la voix, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils poursuivent comment il faut faire en sorte que l'homme lui-même ait honte de lui. Ça veut dire, dès lors qu'on dit ça vient du noir là, il ne faudrait pas que ce soit un élément de valeur. C'est comme ça que nous sommes considérés. Et si vous tapez sur vos portables, tous ceux qui ont fait les très grandes inventions, que ce soit l'ordinateur, que ce soit le téléphone,
que ce soit l'aviation, etc., vous allez trouver que ce sont des Noirs. Mais ils ont systématiquement gommé tous les noms des Noirs et puis ils mettent d'autres noms pour montrer que ce sont eux qui ont découvert et la race noire doit être toujours inférieure. Mais devons-nous poursuivre dans ce sens? Non, même s'ils ont pris des textes. Comme ils savent, au fur et à mesure qu'ils font ça, les Noirs vont se rebeller. Ils ont fait quoi? Ils se sont organisés. Il faut prendre des lois pour qu'on ne fasse pas la bagarre entre nous. Il faut qu'on sache voilà, qui gère quoi, comment ça doit être géré. Donc, ils ont pris un certain nombre de lois qu'ils ont mis ensemble, qu'ils ont appelé en 1685 le Code noir. Et dans le Code noir, il est dit que vous et moi, autant que nous sommes assis, personne n'est quelqu'un, nous sommes des objets. Ça veut dire qu'on peut nous vendre, on peut nous cisailler, on peut nous tuer, on peut nous pendre. Même quand on est malade, on a une plaie, on vient nous soigner, on ne nous soigne pas en tant qu'être humain. C'est comme quelqu'un qui appelle le vétérinaire, qui vient vérifier son âne, afin que l'âne puisse correctement tirer la charrette le lendemain. Donc, même quand on te donne à manger, ce n'est pas pour que tu sois en bonne santé, c'est pour que justement tu aies la force nécessaire. Pas parce qu'on t'aime qu'on te soigne pour que tu aies la force de production. Donc, dans cette utilisation bestiale, dans cette déshumanisation, dans ce massacre des Noirs, à tout point de vue, ils ont fait en sorte à dire, bon, écoutez, mais si on continue de venir en Afrique, et que la main-d'œuvre est toujours difficile à trouver, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut les faire des enfants par force. On regarde. Vous imaginez, si on prend des femmes en Afrique du Sud, on prend des hommes au Burkina, par force. Ils se retrouvent de l'autre côté des océans. Donc, eux, ils regardent dans les humains là, quelle est la femme qui a la plus grande forme, très baraquée, quel est l'homme qui est correctement en forme, vous ne vous connaissez pas avant, on va vous forcer à rentrer dans ce qu'ils appellent la case. Étymologiquement parlant, quand nous continuons de dire la case veut dire la maison des esclaves. C'est le nom comme ça. Donc, on les met dans la case, et dans cette case, il n'y a pas de matelas. Peut-être des bois posés. S'il y a quelque chose qui est mou, c'est qu'ils ont coupé des feuilles, mettre là-dessus. Un homme que tu ne connais pas. Une femme que tu ne connais pas. On vous met dans la même case, instruction est donnée que vous ayez des rapports. Donc, si une grossesse naît, si une grossesse, en tout cas, survenait suite à ce contact, l'enfant est surveillé. Après la naissance, on voit s'il a la forme et du papa et de la maman. Donc, ça fait une combinaison. Ça fait une force qu'ils ont. Et que l'intéressé, qu'est-ce qu'il fait? Il garde l'enfant comme un veau, comme un âne qu'il peut vendre au moment où il n'aura pas d'argent. Ce qui fait qu'un matin, quelqu'un peut venir s'arrêter à la porte. Il dit, bon, à son collègue gestionnaire d'esclaves, bon, lui, il a la recherche de main-d'œuvre. On va faire sortir l'enfant, on lui présente, il discute le prix comme un objet, et puis dès lors qu'il paie, il embarque l'enfant, il part. Imaginez-vous la douleur que ça fait à une femme de voir son enfant qu'elle a mis au monde, à un homme de voir l'enfant de son sang en train d'être embarqué sous leurs yeux, et ils n'ont pas la possibilité de lever le doigt. Si tu résistes, tu sais ce qui va t'arriver. Et même beaucoup sont morts dans ça parce qu'ils ont préféré soit se suicider ou en tout cas se laisser tuer. Le matin, on va voir des chercheurs, ce qu'on appelle les chasseurs d'esclaves, qui vont venir dans des centres demander voir qui a perdu son esclave. Si tu dis que tu as perdu ton esclave, tu donnes ses caractéristiques et ils ont été entraînés pour monter des chevaux, à chevaux. Ils vont parcourir toutes les contrées, prendre les pistes. Ils connaissent les pistes qui traversent les forêts. Ils vont aller retrouver l'esclave, ils le ramènent et puis maintenant ils prennent leurs primes. C'est comme ça nos aïeux, nos grands-parents ont vécu. En 2024, avril 2024, j'ai reçu des frères américains qui sont venus rendre visite au chef de l'État et ils sont passés au ministère me voir. Ils m'ont remis un pain. Quand vous regardez le pain, on a l'impression que ce sont des dessins. Ce ne sont pas des dessins. Ce sont les cartes que leurs aïeux utilisaient pour s'échapper des plantations, que, comme ils ont appris leur histoire, ils ont pris ces cartes-là, les transformer en tissu, et puis ils produisent des pains à la mémoire de leurs grands-parents. Donc, ça veut dire en 1685, vous et moi, même jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas considérés comme des êtres humains. Ils ont évolué comme ils ont vu que la révolte, il y a de temps en temps de la révolte, ils se sont retrouvés pour dire, bon, pour ne pas se déranger, l'Afrique là, on va partager. Donc ils se sont retrouvés en 1884. 1884, poser la carte de l'Afrique, chacun s'est partagé ça comme un gâteau et il a pris sa part empochée. Et ils vont parler maintenant de période de colonisation. Mais
l'esclavage, traite négrière, que ça soit appelé colonisation ou pas, c'est le même dénominateur commun, à savoir déshumaniser le noir, exterminer le noir, chosifier le noir. Le dénominateur n'a pas changé. Donc ils vont quitter là-bas, ils constatent qu'au fur et à mesure qu'on monte, il y a des batailles pour pouvoir nous arracher de cette période de colonisation. Ce n'est pas pour zéro, j'ai rappelé en introduction le cas de Wezen Koulibaly, en disant, décédé le 7 septembre 1958 au 12e arrondissement de Paris, et ils disent mort subite ou mort brutale. Quand je le dis ainsi, c'est quoi? C'est parce que dans cette période, ils ont constaté qu'en Afrique, il y a partout des luttes d'émancipation. Il y a des leaders qui se sont dressés pour dire on ne peut plus continuer comme ça. Nous avons perdu beaucoup de parents, il faut qu'on se dresse contre. Et comme ils ont vu qu'il y a beaucoup de leaders qui se dressent contre, ce qu'il faut faire, c'est d'abord de réprimer. Et dans la répression, il y a la répression physique, il faut tuer. Il y a les empoisonnements. Et des moments même, c'est des fins noirs encore qu'ils utilisent. Et je prends des exemples. Quand vous prenez par exemple le cas du Cameroun, les Philippe Mounier, ils les ont exécutés. Et puis prendre les têtes, poser en plein quartier et dire aux populations, c'est vous qui défendez, non? Venez regarder sa tête. Garde à celui qui va faire comme ça demain. Après les Philippe Mounier, regardez au Congo ce qu'ils ont fait à Patrick Lumumba. On le fait pour chasser par des frères noirs qui l'attrapent, on le découpe comme un lapin, on met dans des barriques d'acide, et puis maintenant ceux qui ont découpé enlèvent une dent comme un trophée. Ils vont garder chez eux en Belgique. Durant des années, ils prennent maintenant cette dent, ils mettent dans un cercueil et ils disent maintenant au président congolais, on ramène le reste de votre président. Si tout ça c'est vrai, regardez à Madagascar à côté, ça ne vaut même pas 2 mois. Vous tapez sur le net, on va vous les montrer. Où la France appelle les autorités malgaches pour dire, quand on était passé là, on avait coupé les têtes de vos chefs, on les avait emportés, bon, on vient vous restituer les crânes. Si ça c'est vrai, regardez au Burkina, Sankara a été massacré. On a cherché à savoir si c'est lui qui était dans la tombe. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On a demandé, comme c'est vous qui avez les laboratoires, permettez-nous de savoir si c'est véritablement lui, si son ADN est connu. Vous faites des prélèvements, partez dans vos laboratoires et vous revenez dire, bon, que ça n'a rien donné comme résultat. En fait, la vraie réponse, c'est que c'est un noir. Et il faudrait que ça serve de leçon pour qu'aucun autre noir n'ose se comporter dans le sens de défendre ses frères noirs. C'est ce message-là qu'on nous envoie pour dire, gare à toute personne qui va s'engager. Donc, de ce point de vue, vous voyez que pour quitter la colonisation et venir même en décolonisation, c'est encore eux qui ont changé les termes. En changeant les termes, comment? Ils viennent et disent, bon, écoutez, ici, là, nous, on va, comme vous êtes en train de lutter pour être indépendant, là, ne vous pressez pas. C'est pas grave. Vous êtes libre. On va vous rendre libre. Pour montrer qu'on va vous rendre libre, on va vous donner des dates. Voilà. Donc, ils se sont organisés. Ils ont pris leur avion. Voilà. Ils descendent un 1er août au Bénin. Ils disent aux Béninois, bon, écoutez, à partir d'aujourd'hui, 1er août, vous êtes libres. Voilà. Voilà la date d'indépendance. Et puis, le 2 se repose au Bénin. Voilà. Le 3, ils montent, par exemple, au Niger. Ils disent, bon, on est venu, voilà, aujourd'hui, là, vous êtes indépendants. Voilà votre date. Ils se reposent le 4. Le 5, ils viennent en Haute-Volta. Voilà, ils disent, bon, vous êtes indépendants. C'est le 5 août. Voilà. Et puis, ils se reposent le 6. Le 7, ils vont en Côte d'Ivoire. Voilà, ils disent aux Ivoiriens, vous êtes indépendants. C'est le 7. Si ça coïncide avec un week-end, ou bien il y a la mer là-bas, ils se reposent le 8, le 9, le 10. Le 11, ils montent au Tchad. Voilà, ils donnent une date d'indépendance. Le 12, ils se reposent. Le 13, ils montent en Centrafrique. Voilà, le 14, ils se reposent. Le 15, ils montent au Gabon. Voilà pourquoi nous disons que ce sont des indépendances formelles, parce que le contenu est grave. Ils ont dit indépendance, mais le contenu est grave. Pourquoi le contenu est grave? Parce qu'en donnant les indépendances, je prends le cas du Burkina, pourquoi Wezen Koulibaly, il faut le dire, il a été assassiné, il a été empoisonné. Mais maintenant, on fait en sorte que dans ces colonies-là, qui est capable de se soumettre? Attention, c'est eux qui choisissent, hein. Mais de toute façon, vous avez d'abord été des députés français. Et si vous êtes des députés français, et la France a eu la culture, l'éducation, c'est eux qui vous ont étudié, ils connaissent tous ceux qui sont des intellectuels. Voilà. Quand on dit ils te connaissent là, c'est pas physiquement, hein. Les psychologues t'étudient, les sociologues t'étudient pour voir quel est ton tempérament, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Voilà. Et puis on te met maintenant dans des centres d'éducation où tu ne dois pas lever la voix. Voilà. Tu dois, parce que toi tu es une créature divine. Tu dois être doux.
Même si on te gifle à gauche, donne la droite. Voilà. De toute façon, le paradis, là, c'est réservé pour vous. Ne regardez pas la souffrance que vous faites ici. Donc, ils font comme ça, et puis ils appellent celui qu'ils ont choisi là, pour lui dire, c'est toi qui nous représentes, ce papier-là, c'est pour toi. Et puis on t'enferme. Et on te dit, ce papier-là, ça compte 11 chaînes pour t'enchaîner. Enchaîner le pays. Enchaîner tes populations, ça fait 11. La première chaîne, on te dit, considère que ce que nous on a fait à tes grands-parents là, et ce qu'on t'a fait là, même ce qu'on va faire demain là, considère que c'est pour ton bien. Donc ça veut dire on t'a colonisé, on t'a fait quoi là, tout ça c'est bien, tu nous toi-même. Voilà, parce que quand on a séjourné chez toi, on a construit des bâtiments, on a fait des écoles, on a même construit des palais présidentiels en notre nom, donc tu dois nous payer. Donc tout ce qu'on a construit c'est pour nous là, tu considères que tu es en location. Et chaque fin de mois, il y a la location à payer. Il faut que tu paies. Voilà, ça c'est la première chaîne. Donc, il faut tenir compte que, voilà, tout ce qu'on nous appelle là, c'est bien. On prend une deuxième chaîne, on dit, bon, que l'argent que vous utilisez là, vous voyez, on appelle ça franc des colonies françaises d'Afrique. On peut même changer le nom, mais ça reste tel. Gare à toi si tu changes. C'est notre monnaie, c'est nous, on a battu ça pour vous. Vous n'avez pas autre monnaie à décider. Le franc, c'est pas là. C'est comme ça. Troisième chaîne, on dit, nous sommes dans la salle ici. Si entre-temps on trouve de l'or, on trouve du diamant, on trouve du pétrole, on n'est pas fou pour commencer à exploiter. Non, on leur rend compte. Toutes les ressources minières du pays et forestières leur appartiennent. Ça leur appartient. C'est eux qui décident ce qu'ils veulent en faire. S'ils viennent vous leur dire que vous avez découvert de l'or, s'ils ne veulent pas, et ils regardent et puis ils disent, bon, ils vont t'aider à choisir qui veut. Et l'autre chaîne qu'ils ajoutent, ils disent que tes militaires, c'est nous qui autorisons leur recrutement, c'est nous qui les formons, et même le matériel militaire, c'est chez nous que tu dois acheter. Tu ne dois pas aller ailleurs. Hein. Car à toi, si on te voit en train d'acheter des armes ailleurs, c'est nous on fabrique, c'est nous on forme, c'est nous on te vend. Voilà. Et l'autre chaîne, on dit, tu ne dois pas lier un accord avec un autre pays, quelle que soit sa bonté, quelle que soit sa qualité, c'est nous ou rien. Si tu dois goudronner une voie, Bobo Banfora, tu dois d'abord voir nos entreprises. Si nous, notre entreprise ne veut pas, en ce moment-là, tu peux appeler quelqu'un d'autre. Et l'autre chaîne, on dit, vous voyez comment nos grands-parents ont fait. Voilà, 14, 18, voilà, et puis jusqu'à 45, la Deuxième Guerre mondiale, on est venu prendre ici pour aller, non? Donc, considérez que si la France est en guerre contre un autre pays, on doit venir dans vos pays, puiser la population pour aller défendre la France. On lui dit, bon, est-ce que tu as compris? Il dit qu'il a compris. On lui dit, si tu n'as pas compris, tu dis, on te réexplique. Il dit qu'il a compris. On dit, gare à toi, puisqu'on va suivre. Si tu changes de virgule, tu vas voir. Mais tu sors proclamer quand même au peuple que le pays est indépendant. Voilà. Puis maintenant, on t'appelle chez eux. Le président, bon, on t'assoit encore. Ils te mettent dans les chambres de leur grand-père. Voilà. Là où eux aussi, ils font des décoctions, ils font des sacrifices, ils font des prières bizarres. On te baptise, on te donne un autre nom. Là-bas. Et nous, on est assis ici, à notre portail, aujourd'hui, Burkina Faso, on dit notre président a voyagé. Ouais, il est parti soit aux États-Unis ou bien en France. Et quand même il part, on aligne les gens à l'aéroport. On salue notre président. Il est en train de voyager. On arrive, on le met, on le fait asseoir sur des tabourets bizarres, on le baptise, des coutelas qui résonnent, une musique bizarre, il boit des décoctions, on prend des écharpes, on lui porte, et puis on le baptise. Et on lui dit, bon, comme tu es en train de revenir, tiens un deuxième papier. Voilà, ce deuxième papier-là, voilà le Premier ministre. Voilà le ministre de la Défense. Voilà le ministre de la Sécurité. Voilà le ministre des Affaires étrangères. Voilà le ministre de l'Économie et des Finances. Le reste des postes ministériels, comme tu es dans un pays où il y a des ethnies, il y a des régions, il y a des religions, bon, tu vas faire un petit mélange pour que les populations croient qu'elles aussi, elles ont un gouvernement. Donc on vient, on mélange, et puis on constitue un gouvernement. Et on vous dit, le jour de votre réunion, là, ce que vous appelez conseil de ministres, ce n'est pas vous qui décidez, hein. C'est tel jour que vous devrez vous réunir. Les points que vous devez discuter, c'est nous qui analysons les points. Est-ce que ça nous arrange? S'il y a 20 points à l'ordre du jour, nous on analyse. Si on trouve que sur les 20 points, il y a 5 points qui ne nous sont pas avantageux, on vous dit, ne touchez pas aux 5 autres points là, mettez-les de côté. Analysez les 15 points seulement. Et voilà la décision que vous devrez prendre. S'ils prennent la décision, on finit le conseil des ministres, il faut encore leur rendre compte.
Et quand ils vont analyser, trouver que vous avez pris les décisions qui vont dans leur sens, on vous dit, allez-y publier dans votre journal officiel. Et puis nous, si on est là, si oui, le gouvernement a pris des décisions. Voilà, les décisions, non, c'est pour permettre au pays de développer. Voilà, ils n'ont pas choisi le Premier ministre pour zéro. Parce que c'est sur lui, on doit tourner avec le président pour faire marcher l'ensemble du contenu des accords. Le ministre de la Défense, c'est pour que si Premier ministre, président, vous êtes là, vous voulez déconner, on instrumentalise là-bas, on vous renverse, on met quelqu'un d'autre. Affaires étrangères, c'est pour que tout ce que tu vas aller dire à l'extérieur, c'est ce qu'eux ont dit de dire, c'est ça que tu dis. Si tu fais autre virgule, tu vas voir. Économie et finance, c'est pour faire le point des richesses. Voilà, et puis leur envoyer, etc. Et puis on est là, on a un gouvernement. Et puis ils prennent maintenant une loi. Ils vous font appeler ça la loi fondamentale, la loi mère, qu'ils vont appeler constitution. Et dans le contenu de la constitution, ils rassurent celui qu'ils ont choisi. Voilà, c'est nous qui avons fait ça. Ne crains pas, hein. Voilà, on va mettre à l'intérieur, puisqu'il faut berner la population. Il faut leur donner l'impression qu'on est en démocratie. Et que ce sont eux qui choisissent leurs frères pour les diriger. On met dans la constitution, bon, un mandat renouvelable une fois. Et puis on te dit, ne t'inquiète pas. Non, on a mis ça là pour la forme. C'est pour leur donner l'impression que c'est eux qui choisissent. Sinon, le nombre de mandats, c'est nous qui détenons le nombre de mandats. Si tu fais ce qu'on veut, tu peux faire même 3 mandats, 4 mandats, 5 mandats, même de façon indéfinie. Si tu veux, même après ta mort, quelques mois, on peut garder le fauteuil à ton nom. Voilà, donc pour dire, c'est comme ça que tu dois gérer. Tu dis, est-ce que tu as compris? Tu dis oui. Donc, même si tes frères se rebellent, parce qu'on a fait des élections, et puis des gens t'ont mis de côté, tu es en minorité, non, c'est nous qui gérons, on a l'armée. Puisque l'un des accords dit qu'on peut déployer nos armées sur votre territoire. On te dit, reste tranquille, on va revenir faire couler le sang, et puis t'installer. On a tué 2000, on a tué 3000, de toute façon c'est des noirs. Le problème c'est quoi? Donc on te rassure, et on met ça dans la Constitution. Et quand on met ça dans la Constitution, on fait les élections. Et toi aussi, les populations sont assises, on croit qu'on a élu quelqu'un. Et on lui donne même les méthodes pour gagner. On dit à Bobo Dioulasso, nombre d'inscrits pour voter, 80. Au moment de dépouillement, on dit nombre de votants, 200. Comment 80 peuvent être inscrits, et puis maintenant, votant, il y a 200, pour te permettre d'avoir. Voilà. Et puis on te rassure. Et on dit à l'intérieur aussi, toutes tes valeurs culturelles, la population, il faut saccager. On envoie les politiciens qui vont dans les villages, tous les chefs qui sont toujours restés droits, il faut les saccager et mettre des gens qu'on peut manipuler. Donc s'il y a un répondant politicien qui est chef coutumier dans le village, quand il y a des élections, il mobilise les gens pour que l'intéressé là soit voté. Si on trouve qu'il n'a pas quelqu'un, le chef traditionnel ne veut pas accepter, on lui dit, cherche le quartier qui est d'accord avec toi, va au marché, paye un chapeau, paye une canne, viens installer le chef. Conséquence, dans nos villages, on a 2 chefs, 3 chefs, 4 chefs, pas le biais de la politique. C'est à ce niveau nous disons, il faut que ceux qui nous ont mis au monde, nos aïeux, nos ancêtres là, il faut qu'ils se réveillent et qu'ils surveillent. Si quelqu'un prend une canne, il prend un bonnet, il dit que lui il représente les ancêtres, il parle en votre nom. Or ce qu'il dit c'est faux, mais appelez-le, questionnez-le. 3 jours vous le questionnez, s'il répond mal, il reste là-bas, et puis la vie continue. On va voir qui va venir maintenant le faire. C'est comme ça que les choses doivent être faites. Et on doit faire en sorte aussi, au niveau de cette constitution, on regarde. Voilà. Donc quand ils ont fini, ça c'est le cadenas politicien, au niveau de la constitution. Et puis au niveau de la sécurité, puisqu'ils vous ont dit que vous ne pouvez pas payer des armes, vous ne pouvez pas recruter, vous ne pouvez pas prendre de décisions. Quand nos militaires, nos gendarmes, nos forestiers, nos GSP sont en réunion, les douaniers sont en réunion, ils envoient ceux qui vont appeler des coopérants militaires. Ils s'asseyent, ils écoutent tout. Voilà. Si vous décidez de payer des armes, on dit non, ce n'est pas à vous de payer. C'est à nous de décider si vous devrez payer ou pas. Donc ils prennent la décision, ils rendent compte à leur président. Le président, un jour, s'il boit son Nescafé 10 jours, 1 mois après, il se lève et dit, bon, ouais, il y a telle colonie là qui avait demandé des armes. Bon, regardez dans le stock de la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, on enlève des fusils qui ne crépitent plus, bien rouillés. On vient, on prend un avion, on vient, on remet. On réunit toute la presse pour dire, oui, on est venu faire une dotation militaire. Voilà. Prenez un avion qui est tombé en panne depuis 1919, ils prennent ça, ils mettent dans un Boeing, ils viennent, ils mettent la peinture dessus, ils viennent descendre à l'aéroport de Ouagadougou. On amène la presse nationale qui filme. Et on dit, voilà, on nous a même amené un avion de combat. Après, on nous a donné un avion de combat. Et à ça, on associe des baffles. Danser, buvez et danser. Il n'y a rien en face. Donc, il n'y a pas de problème. Et, je ne vais pas citer le nom d'un pays, vous avez vu l'exemple patent qui vient de se passer dans les semaines précédentes. Comment on peut venir doter toute une police nationale en des vélos? Il y a quand même un problème.
Et puis on dit on est indépendant. Même moi-même, quand je m'en vais pour doter Ouaïgouya, là, c'est au minimum faire un vélo. C'est un vélo. Ou bien les accès. C'est comme ça qu'on fait. Donc vous imaginez comment on fait. On dit, vous ne devez pas payer, vous ne devez pas faire ceci, et on vous maintient. Ils connaissent le nombre de vos gendarmes, ils connaissent le nombre de policiers, ils connaissent le nombre de militaires, le nombre de GSP, le nombre de douaniers. Donc s'ils décident de vous saccager par des bandits, ils savent comment il faut armer les gens pour venir vous saccager. Et c'est ce qu'ils ont préparé. C'est ça qui est en train de se passer. Ils quittent le côté sécuritaire, ils viennent maintenant au niveau économique. Voilà. Au niveau économique, ils ont dit, bon, on connaît vos sous-sols. À partir d'aujourd'hui, là, tout ce que vous avez là, ça nous appartient. Et ils ont fait ça depuis bien avant 1957. Et ils ont pris une loi. Si vous tapez encore sur vos portables, vous allez voir la loi numéro 1957-27 du 10 janvier 1957, votée par l'Assemblée nationale française. Et dans cette loi, on dit, bon, il faut couper une partie du Mali, une partie du Burkina, une partie du Niger, de la Mauritanie, pour constituer un autre pays. Je vais vous faire écouter De Gaulle tout de suite. Constituer un autre pays. Et ce pays, pour ne pas donner un nom, pour que ça paraisse gros, on dit on va appeler ça l'Organisation commune des régions sahariennes. Et dans cette Organisation commune des régions sahariennes, le sous-sol jusqu'à Kidal, c'est inimaginable. C'est inimaginable parce qu'on a dit d'abord, le monde est en train de polluer toutes les sources d'eau. Et la source d'eau qui reste, qui est capable d'alimenter l'humanité pendant 100 ans, ça veut dire un siècle, sans même utiliser de l'eau ailleurs, la source là se trouve dans le Sahara, donc actuel AES. Parce que ça quitte la Mauritanie, des embranchements au Mali, au Niger, et ça va jusqu'en Égypte. L'or, on n'en parle pas. Le diamant, on n'en parle pas. L'uranium, on n'en parle pas. Etc. Donc quand ils sont là-bas, ils disent qu'ils défendent des droits humains. Posez-vous la question. Comment quelqu'un s'en va pour lutter contre des terroristes? Tu t'en vas défendre des droits humains, tu t'en vas avec des armes, c'est vrai, et on te voit maintenant avec des machines qui doivent creuser le sol. Ah bon, les djihadistes rentrent dans le sol comme des vers. Donc est-ce que ce n'est pas le sol que vous êtes en train de piller? Il y a tout ça qu'il faut regarder. Donc ils font ça, c'est au niveau économique. Au niveau culturel, on nous dit que nos parents n'ont jamais rien été. Tout ce qu'on prononce chez nous là, c'est diable, c'est noir, on appelle des wags, c'est pas la peine de se référer à ça, c'est de l'obscurantisme. Donc on nous amène à décaper tout ce que nos grands-parents avaient. Comment un grand-père qui a mis ton père au monde, et ton père qui t'a mis au monde, et qui a utilisé les mêmes ressources, tu viens aujourd'hui, parce que quelqu'un qui n'a plus de mélanine vient te dire qu'il n'a jamais été quelque chose, et toi tu acceptes. Et pourtant chez eux, ils continuent. La preuve est qu'ils ont amené ce qu'ils ont choisi comme président, ils l'ont mis dans une chambre, ils ont fait tout ce qu'ils veulent. Deuxième élément, et regardez Margaret Thatcher, comment dirais-je, en Angleterre, celle qui est décédée, pas Thatcher. Quand elle est décédée, la reine, quand elle est décédée, au niveau du stade, hein, ils ont fait des messes, c'est des messes. Quand ils ont fait les messes, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, bon, qu'à partir de l'instant là, et ils vont rentrer dans leur famille là, ils vont faire ce qu'on appelle l'enterrement à huis clos, un enterrement familial. Mais quand ils rentraient à huis clos pour faire l'enterrement familial, ils avaient bien habillé un bouc. Le bouc était correctement paré. En tout cas, ils sont rentrés, ils ont fait l'enterrement, ils sont ressortis, mais le bouc n'est pas ressorti. La reine Elisabeth, elle est rentrée, on l'a enterrée, les gens sont ressortis, mais le bouc n'est pas ressorti. Pourquoi c'est pas ressorti? Les mêmes qui disent que c'est de l'occultisme, vous partez chez eux, c'est eux qui ont été les premiers à dire que dans un hôtel, il ne doit pas avoir la chambre numéro 13. Pourquoi? Parce que justement, ils savent ce à quoi ça répond. Vous partez en Chine, vous partez au Japon, etc. Ils ont toujours des sources culturelles. Pourquoi c'est chez nous on vient décaper? On dit que ça n'existe pas. Vous croyez que le papa qui se lève, il dit va enlever l'écorce de tel arbre à telle heure. L'orientation donne vers le soleil. Ou bien enlever la feuille à telle heure, vers le coucher du soleil. Ça veut dire, même s'il n'a pas été dans un laboratoire, il sait correctement comment la nature fonctionne. Il sait où on part. Et on va venir dire qu'une telle personne n'est rien. Donc on ne peut pas nous décaper comme ça. Mais comment on continue de nous décaper? Esclavage, colonisation, néocolonisation. Mais le dénominateur reste commun, à savoir le noir n'est rien, il faut le chosifier. Voilà pourquoi on a eu la chance, la nature nous a accompagnés. Et qu'au Mali, au Burkina, au Niger, il y a eu des changements. Et ces changements ont conduit les trois chefs d'État
à se retrouver le 16 septembre 2023 à Bamako, au Mali, pour mettre en place l'Alliance des États du Sahel. Et quand ils ont mis l'Alliance des États du Sahel en place, le 6 juillet 2024, ils se sont retrouvés au Niger pour signer le traité de création de la Confédération des États du Sahel. C'est le traité et le communiqué y afférent qui disent que la rencontre des 3 chefs d'État est appelée Collège des chefs d'État. Et en dessous de ce collège des chefs d'État, il y a ce qu'on appelle le Conseil de ministres confédéral. Ensuite, nous avons la session parlementaire. Ce sont ces documents qui disent que dans chaque pays, le chef d'État doit mettre en place une commission nationale de la Confédération des États du Sahel. Et quand vous prenez la création de cette commission dans notre pays, justement, il est dit à l'article 4 que les chefs d'État ont décidé de travailler sur 3 piliers. Ça veut dire le pilier défense et sécurité, le pilier diplomatie et le pilier développement. Pourquoi ils ont choisi 3 piliers? Ils ont choisi 3 piliers parce qu'on est en confédération d'abord. Nous ne sommes pas en fédération. Dans une confédération, ça veut dire que chaque pays garde une partie de sa souveraineté, mais il y a des points sur lesquels nous pouvons travailler ensemble en attendant. Donc c'est une confédération. Et pourquoi ils ne sont pas partis directement en fédération? En 1959, avec Modibo Keïta, ils sont partis directement en fédération, mais les piliers fondamentaux n'ayant pas été construits, la France a eu les capacités de saccager ça très rapidement. D'où il ne faut pas aller de façon précipitée. Il faut aller doucement. Donc on met les 3 piliers en place. Au fur et à mesure qu'on avance, si d'autres piliers doivent s'ajouter, ces piliers-là vont s'ajouter. Et c'est dans ce décret de création qu'il est dit à l'article 3 que la Commission nationale doit avoir un bureau et doit être composé d'un président nommé par le chef de l'État, et ce président a rang de président d'institution. Il doit avoir un vice-président qui doit occuper les questions diplomatiques, qui a rang de ministre. Un deuxième vice-président qui a aussi rang de ministre, qui doit s'occuper des questions de développement. Et un troisième vice-président qui a aussi rang de ministre, qui doit s'occuper des questions de défense et de sécurité. Donc, celui qui s'occupe des questions de développement, qui est Sigiré, il est présentement en Chine en mission. Celui qui s'occupe des questions de défense et de sécurité, il y a l'ensemble des experts des 3 pays qui sont réunis à Kourgou, il est là-bas. Et celui qui s'occupe des questions de diplomatie, il est parti rendre visite à sa famille au Canada. Je pense que présentement, il est en route, il revient. Donc, présentement, je suis dans la salle avec le secrétaire général et le directeur de cabinet. C'est à l'article 3 qu'il est dit que la commission, vous avez 8 missions. Et les missions que vous avez, la première mission, c'est de faire en sorte, suivre correctement les décisions qui sont prises par le collège des chefs d'État. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission, vous devez établir un programme d'activité annuel que vous devrez suivre, mettre en œuvre et évaluer. La troisième mission, vous devrez en lien avec les structures de communication nationale et confédérale avoir un programme de communication. La quatrième mission, la commission doit travailler avec les 2 autres commissions sœurs. La 5e mission, il faudrait que la commission se déploie sur le terrain, en contact avec les populations, expliquer les décisions des chefs d'État, leur permettre de s'en approprier. S'il y a des questions, il faut les poser, et s'il y a des propositions également, il faut le faire. La 6e mission, il faudrait que la commission étudie, continue en lien avec les communautés, voir quelles propositions peuvent être faites pour améliorer le fonctionnement de la confédération. Et la 7e mission, il faut que la commission fasse des études prospectives pour voir comment il faut évoluer de la confédération vers la fédération. Et la 8e mission, c'est toute autre mission que les chefs d'État ou le chef de l'État va estimer que c'est nécessaire que ce soit exécuté par la commission. Il vous appelle et puis il dit voilà ce qu'il faut faire. Donc voilà les 8 missions de la commission. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous allez voir, les gens continuent de crier, mais depuis là, longtemps on parle de l'AES. Qu'est-ce qui a été fait de façon concrète? On parle de la monnaie, ça ne sort pas. Mais il faut dire aussi la vérité à la population qu'une boue qui a été accumulée pendant des centaines d'années, on ne peut pas venir décaper ça en 3 ans. Il faut savoir avoir la sérénité et comprendre que les choses avancent. Les choses avancent pourquoi? Il y a des preuves. Le premier élément en janvier, le collège des chefs d'État a décidé de désenclaver les 3 capitales avec autoroute qui va relier Bamako-Ouagadougou, Ouagadougou-Niamey, Niamey-Bamako. Ensuite, désenclaver avec la voie ferroviaire qui va relier encore les 3 capitales
et plus une voie ferroviaire qui va relier Kaya à Lomé. Le troisième élément, ils ont pris la décision de mettre en circulation le passeport de l'espace AES. Ça, c'est déjà fait. Ils sont en train de réfléchir sur l'engagement de la carte biométrique d'identité de l'espace AES, qui est en cours et qui permettra d'amoindrir les tracasseries de paiement aux frontières de ceux qui voyagent. C'est parce que c'est marqué Mali, Niger, Burkina qu'on arrive toujours à pilonner les populations. Même si ça sera marqué, il faut trouver des voies et moyens pour que quelqu'un qui quitte le Mali n'ait pas à se faire racketter à des frontières pour venir au Burkina ou bien en allant au Niger. Donc ces voies-là sont en cours. Il y a eu aussi la décision de mettre en place une banque confédérale d'investissement. Et il y a eu aussi la décision de mettre en place une télé, une radio et un organe radiophonique, etc. Mais en citant tous ces éléments, est-ce qu'on peut dire que c'est fini? Ce n'est pas fini. Est-ce qu'on peut dire que ce qui reste à venir, c'est facile? Ce n'est pas facile. Voilà pourquoi il faut dire à la jeunesse de rester très très éclairée, consciente et debout. Pourquoi? Vous posez la question que la monnaie, pourquoi ça ne sort pas? Justement, ceux qui posent la question, oui, on est toujours dans le franc CFA, on veut notre monnaie, qu'est-ce que les gens font? En fait, on vous fait répéter souvent des phrases sans vous en rendre compte. C'est l'ennemi qui est tapis dans l'ombre, qui veut déployer ses moyens sur le terrain, qui pousse les populations à dire il faut qu'on aille vite où se trouve la monnaie. Ils ont dit qu'ils vont faire sortir leur monnaie. C'est leur monnaie. Ce n'est pas ta monnaie. Tu es pressé pourquoi? Parce que les chefs d'État savent qu'en 1958, Sékou Touré en Guinée, quand il a exigé l'indépendance ici et tout de suite, De Gaulle lui a dit, si tu veux l'indépendance, prends-la. En disant comme ça et en partant, il a saccagé et les universités et l'administration guinéenne. Il a rappelé tous ses professeurs chez lui. Finalement, la Guinée n'avait plus d'intellectuels pour former les étudiants. C'est en ce moment que Joseph Kizerbo et sa femme se sont déployés en Guinée, au nord de la Haute-Volta, pour contribuer à l'éducation des enfants de Guinée de façon bénévole, sans demander un salaire. Ça a été fait dans ce pays. Donc vous imaginez. Donc, comme les chefs d'État savent qu'en 1958, quand ils ont donné l'indépendance en Guinée, à la Guinée, au moment où Sékou Touré est en train de faire son franc guinéen, ils ont eu la maquette, ils ont inondé toute la Guinée de faux billets. Ils ont dépensé et inondé le marché de faux billets. Mais nous, on est au courant de ça. Et vous croyez qu'on va aller précipitamment vous dire, on est ici, voilà la maquette, c'est tel jour. Personne ne prend une route et puis dire à l'ennemi, c'est ici, moi je parle. L'ennemi sera mis devant me faire accomplir que je suis arrivé là où je vais aller. C'est ça qui est important. Donc c'est la sérénité du peuple qui est nécessaire. Ce qui leur fait mal, ce n'est même pas le fait que le franc, la monnaie AES ne sort pas. Ce n'est pas ça seulement qui leur fait mal. Parce qu'avant, ils disaient que tout ce qu'on veut acheter, il faut qu'on vienne acheter chez eux. Les armes, il faut qu'on vienne acheter chez eux. On veut payer un revolver, il faut demander l'accord CEDEAO, l'accord de l'Union africaine. Il faut que la France donne son accord. S'il n'y a pas d'accord, vous ne pouvez pas acheter. Aujourd'hui, nous avons dit, on va changer de partenaire. Et changer de partenaire, ça ne se demande pas. On ne va pas demander à quelqu'un, comme on veut changer de partenaire, on fait comment? Non, c'est nous qui décidons de changer. Ça te plaît, on change. Ça ne te plaît pas, on change. Et nous disons, on ne le fait pas parce qu'on est arrogant ou suffisant. On le dit parce que nous aussi, nous ne sommes pas des sous-hommes. Autant vous connaissez le développement, le savoir-vivre là, nous aussi on veut vivre comme ça. On ne chasse pas des gens. On veut tout simplement avoir notre dignité et notre honneur. Bon, on choisit les partenaires qui peuvent échanger dans le respect, voilà, des accords. Donc si on veut payer des armes, on n'a pas à demander votre accord. Non, on choisit quel est le partenaire qui fabrique telle arme. On lui écrit pour lui dire, nous voulons telle arme. Voilà la quantité. Et puis on fait une mission. On va dans les magasins, on regarde, et puis on paie, et puis vous donnez un délai, et puis les armes viennent, et puis on donne nos RDF. Est-ce que c'est compliqué que ça? Maintenant, quand on arrive, vous qui avez dit de ne pas aller acheter, vous nous vendiez, vous bloquez, vous augmentez même les prix. Quand on a changé de partenaire, on veut aller acheter, on va trouver que vous aussi, vous venez vous asseoir là-bas. Là, c'est là-bas, vous partez payer pour aller falsifier, et puis nous vendre. Bon, comme ils ne savent pas comment on est venu, et comment on achète, on se regarde. Ah, vous êtes là, nous aussi on est là. Oh ouais, on va se regarder, ça sera comme ça. Donc ils veulent savoir, puisqu'avant pour acheter, c'est en France CFA. C'est eux qui vont traduire en euros, en yuan, ainsi de suite. Donc ils connaissent la traçabilité. Mais aujourd'hui ils sont assis, on n'utilise pas du franc CFA vers eux, mais ils constatent qu'il y a des machines agricoles qui rentrent.
Ils constatent qu'il y a des avions qui rentrent. Ils constatent qu'il y a des drones qui rentrent. Donc la question qui se pose là, on achète avec quoi? Parce que la monnaie n'est pas encore sortie. On achète avec vos grands-pères. On va pas encore vous répondre. Nous, on va continuer. Vos grands-pères qui ont maltraité nos grands-parents là, ça, eux, on les achète. On ne va pas vous dire. Donc c'est dans ce sens-là qu'on est en train d'évoluer pour changer de partenariat. On a dit aux ambassadeurs, l'ambassadeur qui estime qu'il est au Burkina Faso et que le pays a pris une orientation, ça ne te convient pas, ça ne te plaît pas, les frontières ne sont pas fermées. Tu fais ta valise, tu pars. Les coopérants militaires, les frontières ne sont pas fermées. On vous a dit, partez chez vous. Nos gendarmes, nos militaires, nos forestiers, nos policiers, nos douaniers là, les GSP là, ils sont très compétents. Ils peuvent décider de ce qu'il y a. Pourquoi vous allez chaque fois venir vous asseoir? Souvent même, c'est des va-nu-pieds qu'on habille en tenue. Ils viennent s'asseoir pour se faire appeler coopérants militaires. Rentrez chez vous. Maintenant, on va trouver des frères burkinabés qui vont dire non, si la France part, si les coopérants partent, on ne pourra pas tenir, on va tomber. Mon frère, tu fais ton sac, tu les suis. Nous, on va tenir. Ils sont partis pour nous tenir. C'est vérité qu'il faut dire. Voilà. Et le deuxième élément qui doit faire en sorte qu'on doit rester debout, c'est la question alimentaire. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Vous avez vu rien qu'hier ou avant-hier, le ministère de la Santé a incinéré des produits, voilà, de biscuits qui ont été contaminés, 3,8 tonnes qui ont été incinérés. Mais ce qui rentre par jour, là, qui est capable de dire que ces produits alimentaires qu'on prend ne nous ont pas amenés à être programmés à disparaître dans 10 ans, 15 ans? Qu'est-ce qui le prouve? Rien. Puisqu'aujourd'hui, tu prends un petit riz, tu prends un petit spaghetti, tu mets dans une grosse marmite, tu mets l'eau, ça se gonfle, ça remplit la marmite. Et avec quoi t'éteins, et puis ça s'est gonflé comme ça. Et puis quand on veut parler, certains disent non, 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 les gens aiment le riz d'Inkacha. Ah bon? Ça, tu es en train de tuer les enfants qui disent d'Inkacha. D'Inkacha, ça veut dire quoi? Un enfant qui mange ça, tu l'envoies à l'hôpital, il ne se sent pas. On vérifie 12 ans, 13 ans, on dit qu'il souffre de tension. Bon, lui, il a géré quel problème pour souffrir de tension? Il y a un problème des cancers qu'on ne peut pas identifier. Et tout ça, c'est l'alimentation. En 2016, on est venu déverser des choses au Ghana. Les Ghanéens ont refusé, d'autres pays ont refusé. Malheureusement, on a trouvé des frères burkinabés noirs qui se disent souvent des vendeurs, payer des sacs neufs pour aller emmagasiner et puis venir revendre. Ça veut dire des gens qui aiment tellement l'argent que même s'il faut tuer les autres, pour empocher, il faut le faire. On ne peut pas continuer comme ça. Voilà pourquoi il y a l'action de l'autosuffisance alimentaire. Et dans cette autosuffisance alimentaire, le chef de l'État a fait déployer des moyens pour donner de l'engrais. Et là, en ce moment, la veille citoyenne aussi a interpellé. Si on envoie de l'engrais, on dit c'est pour telle province. L'engrais, voilà le prix. On doit donner aux uns aux autres pour pouvoir cultiver. Et puis vous retrouvez ces mêmes sacs dans des magasins en train de vendre, il faut dénoncer. C'est notre rôle de dire on ne doit pas continuer comme ça. Donc il faut qu'on atteigne l'autosuffisance alimentaire. Troisième niveau, c'est la question sanitaire. Tous les produits qu'on avale là, c'est composé de quoi? Vous vous soignez avec le palu aujourd'hui, une semaine après ça rechute, on dit non, le produit là, ça n'a pas pris. Pourquoi ça n'a pas pris? Est-ce que les produits qui sont en train de fabriquer pour envoyer, s'ils voient que les djihadistes ne peuvent pas tenir contre nous, est-ce qu'ils ne vont pas passer par les produits pour nous assassiner? Ils vont le faire. Voilà le coronavirus. Ils viennent dans nos forêts, ils essaient des virus, ils projettent. Après, c'est eux qui fabriquent les produits pour voir si ça peut tenir ou ça ne peut pas tenir. Coronavirus commence à massacrer chez eux. On amène chez nous, on amène des produits, on dit, bon, il faut avaler, il faut te laisser piquer. C'est fait de quoi? Comment on peut fabriquer un vaccin? On prend le nom de leur aïeux, leur grand-père, peut-être qui a été toute sa vie un délinquant. On met sur le produit, on vient te vacciner, pas tu veux guérir. On amène des vaccins, on appelle des Johnson & Johnson, des Camarero, on ne sait même pas les noms, on ne peut pas prononcer. On dit d'injecter. Injecter pour aller où? Vous avez vu, même la maternité, appelez nos frères qui sont aux États-Unis, de l'autre côté du monde. Ils vont vous dire, un enfant noir qui naît, le même jour qu'un bébé blanc, si vous ne faites pas attention, l'enfant noir va atteindre 5 ans, il n'arrive même pas à bien articuler un mot. Or, l'autre, à partir de 2 ans et demi, 3 ans, il a commencé à parler. On a injecté quoi aux enfants? Ça veut dire qu'il y a un plan d'extermination, ce n'est même pas seulement les ressources du sol. Il y a un plan d'extermination de la race noire pour pouvoir occuper l'espace. Et c'est cette conscience qu'on doit avoir. Mais maintenant, si on quitte là-bas, il faut qu'on dise, politiquement, il faut qu'on soit bien géré. Il nous faut une constitution. Pas une constitution qui doit permettre de choisir le dirigeant du pays et venir jurer sur un papier. Non. Il faut qu'on ait une constitution dans laquelle on va dire, on ne t'a pas forcé à être un candidat. On ne t'a pas forcé à être nommé.
Si tu es nommé à un poste, ou bien tu t'es fait élire à un poste, on pose la constitution sur un canari qui contient la terre. Tu viens, tu dis, au nom de mes ancêtres, et sur cette terre, je prends l'engagement de ne pas trahir. Et si je trahis, 3 jours, les ancêtres, appelez-moi. Quand on veut faire ça, les gens ne veulent pas. Pourquoi on veut voir? Ils ne veulent pas parce que dans le noir, ils veulent faire le libre, le pilimpabé, voilà, tout ça, le mouta-mouta. On ne peut pas continuer. Il faut que ce soit clair. On ne t'a pas forcé à être candidat, on ne t'a pas forcé à être nommé, qui doit être correct. Et l'autre élément, c'est au niveau culturel, il faut qu'on revienne aux sources. Mais pour revenir aux sources, il faut qu'on dise à nos parents qui agissent au nom des ancêtres d'être corrects. Il faut qu'on soit correct. Parce que si vous parlez au nom des ancêtres, les jeunes nous regardent. Il faudrait que notre comportement là, on soit exemplaire. Si quelqu'un vient avec du mensonge, il vient avec un comportement malveillant, on doit être capable de lui dire la vérité et lui dire que ce n'est pas le chemin à suivre. Mais si nous regardons maintenant, bon, c'est l'argent, voilà, même l'enfant, s'il déconne n'importe comment, l'essentiel est qu'il me donne de l'argent chaque fin de mois, ça c'est pas correct, on a saccagé nos valeurs. Il faut qu'on revienne en arrière. Et les enfants aussi, dans ce comportement, se tuent. Se tuent parce que là où il ne doit pas s'exhiber, c'est là-bas qu'il s'exhibe. Toi, tu as un enfant, ton grand frère est assis au village, c'est lui qui est le plus âgé. Tu le rejoins au village, vous partez à une réunion, lui, on le néglige parce qu'il n'a rien, et c'est toi qui as l'argent, on te choisit, on pose même une chaise, on dit il faut t'asseoir, tu vas t'asseoir. Oui, oui, mais vous êtes en réunion, la mort est à côté. La mort envoie un disciple, dit d'aller regarder. Généralement, dans leur société, c'est lui qui est assis sur la chaise là, c'est lui qui est le plus âgé. On vient, on te prend, et puis maintenant les gens crient que le jeune est mort. Le jeune n'est pas mort, le jeune s'est tué. Puis c'est assis là où il ne devait pas s'asseoir. Donc au niveau des coutumes, voilà ce qui doit être fait. Et le dernier élément, c'est au niveau de l'administration publique et même dans le privé. Il faut qu'on ait un comportement correct parce que l'élan dans lequel on est engagé, c'est un élan de conquête de la souveraineté. C'est un élan de combat. C'est un élan de sacrifice. Et ce combat et ce sacrifice, ça ne peut pas se faire avec des yeux doux. Il y a ceux qui doivent partir, s'ils doivent partir, la terre leur sera légère, mais il y a ceux également qui doivent tenir haut le flambeau. Mais pour tenir haut le flambeau, vous ne pouvez pas dire, moi j'ai été nommé par le chef de l'État, j'occupe un poste donné. Et là où le chef de l'État n'est pas, j'utilise le titre de ce poste-là pour faire des jeux d'influence afin de racketter des gens dans l'ombre. C'est malhonnête, c'est pas correct. En principe, la nature ne devait pas accepter ça. Dès lors que j'utilise un poste de nomination pour aller dans un magasin, pour aller dans un domicile, aller racketter quelqu'un, bon, les ancêtres quand même devaient quand même t'appeler et puis te poser des questions, parce qu'on dit pays des hommes intègres. Tu ne peux pas continuer de vivre comme ça. Parce que si le chef d'État a eu confiance en toi, ton comportement doit être exemplaire. Parce que les yeux ne sont pas partout pour te suivre. Donc ton comportement doit être correct. Il ne faudrait pas lever le poing, la patrie ou la mort, et quand tu rends tout ce que tu signes là, c'est la patrie enterrée. C'est pas la peine de dire la patrie ou la mort, et quand on ne te voit pas, tu es dans les magasins des commerçants en train de les racketter. Il ne faut pas dire la patrie ou la mort, et pourtant Sankara même l'avait dit. Hein. Il avait dit sous la Révolution, en lançant un appel au CDR. C'est vous qui dépensez la Révolution. On va voir des CDR qui prennent la calache, voilà, parce que chez Zinuko, il n'arrive pas à s'imposer. Voilà, son challenger est très au top. Il va s'asseoir là avec la calache. De temps en temps, il regarde sa montre pour dire, bon, il est 20h moins 15, pour dire il y aura couvre-feu. Donc ça veut dire s'il est là, donc tu vas l'arrêter. Une façon de chasser le prétendant afin que toi tu prennes la place. Ces types de CDR, on ne les veut pas dans nos contrées. Ce type de comportement, on ne les veut pas. Il faut le dire. Parce qu'on dit de faire la lutte contre la divagation des animaux. Je suis un CDR. Je suis à la permanence. On pourchasse des animaux, on arrête. Au lieu de mettre dans la caisse de l'État, c'est des grosses manites. On tue, on fait de la viande et on fait des bouillons. Quand on fait un comportement comme ça, la nature ne peut pas t'accompagner. C'est pas possible. Mais justement, en faisant cette boue, c'est celui qui t'a envoyé là, c'est lui qui est en train de ternir. Ton comportement est en train de décevoir les mêmes populations qui vont dire à un moment donné, mais que c'était la même chose qui se fait aujourd'hui qu'avant. C'est à travers notre comportement. Donc, quand on sort de la veille citoyenne, quand on soit un président d'institution, un ministre, un directeur général, ou gouverneur, ou commissaire, madame, excusez-moi, ça doit être comme ça, on doit être correct. La parole doit être la parole donnée et elle doit être appliquée. Si tu te comportes mal, on va te dénoncer parce que nous sommes dans un navire. Si quelqu'un dans le navire commence à donner des coups de poignard au navire, mais quand ça va chavirer là, c'est pas lui seul. C'est tout le monde qui va partir. Donc on ne va pas laisser des indélicats poser des actes, décevoir la population et dire que de toute façon,
le capitaine Ibrahim, le camarade capitaine Ibrahim parle, mais c'est toujours la même chose. Et lui-même, il a dit, après avoir monté un drapeau, qui peut comprendre que dans une situation de révolution populaire progressiste, le chef de l'État, après avoir monté le drapeau, parle de monnayage d'audience. Comment des individus peuvent croire qu'on est toujours dans une période, si on veut voir un ministre, on veut voir le chef de l'État, il faut monnayer une audience. Et vous voulez qu'on se taise sur ça? On ne peut pas se taire. Si tu le fais, si on est au courant, on te dénonce. Maintenant, il faut protéger le chef de l'État, il faut vous mobiliser, le protéger pour que ces décisions-là soient fermes. Si tu as une pourriture, il a les preuves, il t'enlève. Tu n'es pas le seul Burkinabé. On met d'autres personnes qui sont capables d'agir en son nom. Parce que le comportement qu'on veut avoir, demain, nous, on ne sera pas là. Ce sont les enfants qui vont nous représenter. On aura combien de temps, combien d'années pour décaper les esprits et dire qu'on est dans la bonne direction? Vous voulez dire ça? On dit non, 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 les Bassamans, on exagère comment? Si tu occupes un poste de responsabilité, tu dois être un exemple. Si le chef de l'État t'envoie en mission, tu dois être un exemple de loyauté, d'intégrité, d'honneur, de dignité. C'est ça le patriotisme. Quand on veut aller vers des voies d'engagement, on dit non, c'est de l'autre. Au Japon, les samouraïs, tapez sur vos portables. Quand on le forme, on veut l'envoyer en mission, là, il ramasse la terre. On lui dit de ramasser. On dit ce que tu as en main là. C'est la terre du Japon. C'est avec ça qu'on t'a nourri. C'est l'eau de ça qu'on t'a entretenu. La terre du Japon. Ça veut dire la patrie est au-dessus de ta vie. Donc tu n'oses pas trahir et on te donne un sabre. Si tu te retrouves dans des conditions où tu sais que tu risques de donner des secrets même du pays, tu mets fin à tes jours. Avant même qu'on nous dise qu'on va t'attraper. Aujourd'hui, on est là, oui, puis des hommes intègres, là. Le contenu, là, ça doit avoir un contenu. La preuve est que tous ceux qui voyagent, posez-leur la question. Quand ils voyagent, ils arrivent là où il y a des contrôles de passeport, on prend, on regarde. Dès lors qu'on voit Burkina Faso, on dit à l'intéressé de passer. Pourquoi? Quand on voit Burkina Faso, on dit soit capitaine Ibrahim Traoré, passez. Pourquoi? C'est des questions de valeurs. Et ces valeurs-là, nous, on ne doit pas se cacher au nom du chef de l'État dans des régions, dans des provinces, saccager ça et monter la population contre le dirigeant. Parce que sur Sankara aussi, ça a été comme ça, petit à petit. Des gens rongent comme des fourmis. Ils rongent, on ne voit pas, mais d'ici on va savoir, les piliers ne tiennent plus. Vous voulez qu'on vous regarde faire? Ça sera dit. Maintenant, Bassolman qui dit ça, qui dénonce, si moi je rentre à Ouaga, on dit bon, tu as dénoncé ça, tu ne devais pas dénoncer, on te décharge. Moi-même je dis Alhamdoulilah, je me repose. Pourquoi je dis ce propos? Je le dis parce qu'on ne doit pas agir sur des questions d'argent. On ne doit pas agir sur des questions de poste. Et vous savez pourquoi je parle comme ça? Moi, quand j'ai été nommé en conseil de ministre, j'ai été prendre l'engagement. Mes parents m'ont dit, si tu es loin du village et tu veux prendre l'engagement par rapport à une situation, une tâche qu'on t'a confiée, s'il y a quelqu'un qui est tombé sur des champs de bataille, au même titre que toi, considère que tu es sur la tombe de tes parents. Va sur les tombes et prends l'engagement de ne pas trahir. Je l'ai fait au cimetière de Gounguen. Pour tous ceux qui sont tombés par balle dans la résistance de 2015. Pendant la résistance. Ça a été fait pour leur dire, on m'a appelé dans le gouvernement, c'est pour aller servir le pays. Ce n'est pas de l'argent que je cherche. Ce n'est pas des postes qu'on cherche. Ce n'est pas du matériel qu'on cherche. Il faut que la mission se termine correctement et la richesse doit être l'honneur, l'intégrité, la dignité, le patriotisme. Et de faire en sorte que les résultats qu'on va impacter, la jeunesse ne continue pas de souffrir comme nous avons souffert. C'est ça le combat. Donc on ne peut pas te nommer, bon, on est là, on veut montrer, faire la viva, ronger les racines de la révolution. On veut vous dire la vérité, vous ne voulez pas vous redresser. Pourquoi? Qu'on se redresse. Et c'est la même chose, de la même façon que je parle, c'est la même chose que je dis au chef traditionnel. Il ne peut pas aller au front, aller se battre. Quelqu'un tombe là-bas. L'État vient donner quelque chose pour la famille, pour prendre la veuve en charge, pour prendre l'orphelin en charge. Et des familles se retrouvent. Non, d'ailleurs, ils n'étaient pas mariés avec la fille, même s'ils ont eu des enfants. On chasse la femme, on chasse les orphelins, et puis ils sont là, c'est l'argent qu'ils veulent partager. Nous sommes dans quelle société? Nous avons trouvé une période où, quand un jeune tombe dans une famille, les parents ne veulent même pas qu'on parle d'argent ou de matériel. Pourquoi on va se retrouver dans une période où c'est l'argent qui intéresse les gens? Ça veut dire que l'enfant même a pris l'arme avant d'aller au front. Vous, c'est à l'argent, vous pensez? Vous ne pensez pas à sa vie? Voilà pourquoi, pour effacer cette question-là, il n'est plus question de dire qu'ils sont traditionnellement mariés, ils n'ont pas été légalement mariés. Non. Le chef de l'État a donné autorisation. Le code de la famille des personnes a été changé. La loi a été votée. Les textes sont en train d'être pris. Parce que vous ne pouvez pas convoquer les vieux. Ils appellent les ancêtres. Vous amenez la cola. Ils informent les ancêtres. Ils séparent la cola donnée à des gens et vous dites qu'ils ne sont pas mariés. Moi, Bassolman, j'ai 80 ans.
j'ai un problème de justice. Je me retrouve en justice à la barre. Celui qui est assis en train de faire le jugement, c'est mon enfant. Ça veut dire, il a l'âge de mon enfant. Et puis il m'appelle et dit, bon, basé seulement célibataire. Moi, célibataire. Moi, je suis célibataire. Alors, comme on a dit, à partir d'aujourd'hui, le mariage traditionnel doit être cartographié comme un mariage légal. Et ça sera fait. Et donc, de ce point de vue, c'est un appel qu'on lance à toute la société. Il n'y a pas de raison que quelqu'un soit au front, en train de défendre le pays, son enfant est dehors en train de pleurer. Et je salue la décision qui vient d'être prise pour dire que des cartes de la pupille de la patrie là seront délivrées. L'orphelin qui n'a pas ses parents, qui n'a pas son père, qui est tombé au champ de bataille, il a une carte. Il ne doit pas payer le déplacement en bus. S'il va dans un hôpital, le président de la carte, il doit être soigné. Et ça nous interpelle aussi dans nos comportements. Parce que si moi je suis à la maison, je suis assis, on voit des enfants viennent, c'est jour de fête. Voilà, moi j'ai 4 ou 5 enfants. Ils viennent, ils remplissent la cour. Un autre visiteur va venir dire, bon, pas seulement, bon, il y a longtemps, on ne s'est pas vu, vous avez combien d'enfants? Et je lui dis, oui, j'ai 4 enfants, les voilà, c'est lui là, lui là, lui là, lui là. Les autres enfants qui sont en train de me regarder, quelle est la leçon que je leur donne? Voilà pourquoi on dit, quand on dit de revenir à la source là, aux sources là, c'est tout ça. Parce que l'enfant, c'est un bien communautaire. Il n'y a pas de raison que je crie parmi certains, ils sont en train de me regarder. Mais si parmi eux, il y a certains dont les parents sont tombés au front, on vient lui montrer toute la société que lui, il est un orphelin. Ce n'est pas correct. C'est ce langage de vérité qu'on doit se tenir vis-à-vis des jeunes. Parce que les jeunes ne sont pas tombés des cieux. Ils ne sont pas tombés du néant. Les jeunes regardent, nous qui sommes âgés, est-ce que notre comportement est correct? Est-ce que notre comportement est sain? Est-ce que notre comportement est exemplaire? Si ce n'est pas exemplaire, on va envoyer la jeunesse dans le décor. Et comme on veut que ça s'arrête, voilà pourquoi il faut tenir ces discours. Et je termine par là en disant, comme je veux vous écouter aussi qui prennent note, je dis tout simplement, nous, on n'a pas la force. Mais Dieu a la force, les ancêtres ont la force, la nature a la force. Donc que Dieu, les ancêtres et la nature nous accompagnent à faire en sorte que la jeunesse qui nous regarde soit correctement accompagnée pour pouvoir porter la charte du drapeau demain. Merci bien. Voudriez-vous une fois de plus ovationner notre proposition? Merci bien, Monsieur le Président, pour ces mots bien touchants. Et je suis sûre que dans la salle ici, tous, autant que nous sommes, nous avons pu nous abreuver de votre savoir. Nous avons pu tirer leçon de tout ce que vous avez pu nous enseigner ce matin. M. Bazé a commencé sa conférence par une image, celle des parents, des grands-parents de nos dévanciers, qui, pour savoir qu'un enfant est responsable, est discipliné et peut tenir la famille après lui avec une astuce, c'est d'amener les enfants sous le manteau. Je crois que c'est une image forte pour dire
que ce qu'il est en train de dire aujourd'hui. C'est ceux qui vont écouter et qui vont mettre en application qui pourront tenir le Burkina Faso de demain. Je parle de la jeunesse. Le Burkina Faso de demain nous appartient. Son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, a eu la vision, il a la volonté, il a la passion de libérer l'Afrique. Le reste du travail, c'est nous. Si nous acceptons, comme le paysan qui va labourer son champ, qui va le semer, et qui va labourer encore, qui va l'amender, de sorte à ce que les grains poussent, et qui va travailler pour récolter, si nous acceptons, nous sacrifier, le Burkina Faso sera l'Eldorado que nous voulons. Et nous allons entrer avec l'AES le reste de l'Afrique. Le président de la commission de l'AES, c'est ce qu'il a tenté de me dire. C'est ce qu'il a dit avec des images, avec des adages, avec des proverbes africains. Depuis l'esclavage, comme il a dit, le noir est considéré comme un animal qui ne peut pas penser en lui-même. C'est une bête de somme qu'il faut utiliser. Et même après l'esclavage, après les indépendances, nous sommes toujours considérés comme des esclaves. Et on nous a enchaînés. On a travaillé notre mental pour que nous restions enchaînés. Et cette conférence, son objectif, c'est d'appeler notre conscience pour dire, brisons les chaînes qui nous attachent. Et on ne peut briser les chaînes qui nous attachent que si nous prenons conscience que nous sommes attachés. Si nous prenons conscience que personne ne viendra faire notre bonheur à notre place. Et qu'il faut que nous nous levons, nous nous donnons la main dans l'unité et que nous travaillons à développer nos pays. Je ne veux pas rentrer encore dans une autre conférence. C'est juste une petite synthèse de ce que M. le Président vient de dire. Je vous remercie.